Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Today, Los Angeles police released unsettling video of 21-year-old Elisa Lam in a hotel elevator. As Chad Pawson reports, her behavior is being described as strange. Des histoires étranges de l'ère numérique. Toi, Émile, si tu partais en voyage, irais-tu séjourner dans un hôtel où plusieurs meurtres et suicides ont eu lieu dans le passé? Tu connais mon attirance envers les lieux lugubres, Seb, mais je n'irai pas jusque-là. C'est pourtant ce qu'a fait Elisa Lam, une jeune Canadienne de 21 ans, lors d'un voyage à Los Angeles en 2013. La pauvre a malheureusement connu une fin tragique dans des circonstances, disons, mystérieuses. La mort d'Elisa Lam est une des histoires les plus fascinantes des dernières années. Elle met en scène une étrange vidéo YouTube, des messages intrigants sur Tumblr et beaucoup de spéculations sur le web. Dans cet épisode de Distorsion, nous allons faire la lumière sur ce dossier complexe et analyser les différentes théories. Je vous conseille d'annuler tout ce que vous aviez prévu et de rester avec nous. Ce soir, Seb, on a toute une histoire devant nous. Oui, c'est assez fascinant, l'histoire d'Elisa Lam. Je suis bien content qu'on couvre ce dossier-là. J'ai parcouru les pages du web au cours des dernières semaines intensément pour trouver de l'information parce qu'il y a trop de niveaux d'intrigue. Non, c'est incroyable, sincèrement, c'est une histoire tellement intrigante. Encore aujourd'hui, on se pose toujours des questions et on n'a toujours pas de réponse. Puis à chaque fois que je creusais le dossier, mais j'arrivais toujours à des nouvelles hypothèses, puis moi, je me questionnais sur mes propres hypothèses de ce qui aurait pu lui arriver. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu un cas qui est à l'ère du web, c'est-à-dire que Elisa Lam était blogueuse, donc elle a maintenu un blog, était présente sur Twitter, sur Instagram. Donc, c'est toujours intéressant de voir les disparitions ou les meurtres à l'ère des réseaux sociaux, étant donné les traces qu'on laisse constamment sur le web. Puis je trouve que le cas d'Elisa Lam est un bel exemple, parce qu'on en reviendra plus tard. Elle était blogueuse, elle partageait beaucoup de choses sur le web, puis c'est intéressant à suivre pour la suite lorsqu'on mène l'enquête. Même que son Tumblr est encore en ligne, son Instagram et son Twitter sont toujours vivants. On en a beaucoup à jaser. Au besoin, on fera un épisode numéro 2 s'il faut, parce qu'il y a tellement d'intrigues, il y a tellement de théories autour de la mort d'Elisa Lam qu'on en a pour longtemps. Mais entre-temps, à Distorsion, on aime ça boire une petite bière en faisant notre show. Puis cette semaine, encore une fois, la Maison des bières nous a fourni une magnifique Farnham 58 South Burlington. Donc c'est une American IPA. Moi j'adore ça, on adore ça les IPA, nous autres. On est des grands fans d'IPA ici. Oh yes, donc maisondesbières.ca sont situés au coin Mont-Royal de la Nadière à Montréal. Donc allez faire un tour, ils ont une sélection de bières incroyable. On vous remercie aussi de vos bons commentaires sur l'épisode de Marina Joyce. Merci de votre support aussi, de nous suivre sur Facebook, sur Twitter. Si vous avez des histoires à partager, ça nous ferait plaisir d'en parler, de couvrir certains dossiers que vous avez peut-être vécu vous-même. Donc, Seb, c'est assez de cette partie business. Et puis, on se plonge dans le sujet. Oh yeah. Elisa Lam, née le 30 avril 1991. Son nom cantonais était Lam O-Yi. C'est une Canadienne qui vivait à Vancouver et elle avait 21 ans. Elle était étudiante, mais elle n'avait pas vraiment complété son inscription à l'Université de la Colombie-Britannique. Elle était bipolaire et elle sortait d'une dépression. Donc, elle a décidé d'aller visiter la Californie du Sud seule. Ben, c'est un voyage que bien des étudiants font. Tu sais, aller faire le tour de la Californie, partir en voyage. En backpack, là. Exactement, la Golden Coast, aller de Vancouver à San Francisco. C'est magnifique. Moi, j'ai eu la chance de le faire à quelques reprises même. Puis je la comprends tout à fait de vouloir aller là. On se positionne justement à Vancouver. C'est pas trop loin. T'es déjà sur la côte ouest. Tu peux y aller en train, tu peux y aller en avion, ça te coûte pas trop cher. Puis tu peux avoir un beau voyage en Californie, pas trop dispendieux. Exact.
Donc, en fait, elle a commencé son voyage autour du 24 janvier, je pense. Oui, autour de ça environ, à peu près. Elle a quitté la Colombie-Britannique, donc Vancouver, pour se rendre à San Diego, en tout cas, un de ses premiers arrêts selon son Tumblr, parce qu'en fait, on a été capable de suivre un peu la chronologie de son voyage grâce à son Tumblr qu'elle tenait à jour régulièrement. C'est ce qui est beau de l'ère numérique, d'une certaine façon, c'est que on laisse tellement de traces derrière nous. En plus, elle aimait bien se confier, elle aimait bien raconter ce qu'elle vivait dans sa vie personnelle. On va parler beaucoup de son blog, aussi de son compte Twitter, puis de son Instagram, parce que Elisa Lam était très très présente sur ces réseaux sociaux-là. Elle aimait bien partager des trucs. C'était une adepte de mode, c'était une fashionista, donc elle aimait bien partager des looks, des citations du monde de la mode. C'était une fan d'Harry Potter aussi, à en croire ce qu'elle partageait. C'est une fille avec qui je me serais bien entendu, dans le sens qu'elle avait l'air un peu geek, un peu sarcastique aussi dans les commentaires qu'elle faisait. On y reviendra plus tard, mais ça ajoute juste du poids à l'intrigue et à l'histoire. Non, effectivement. Puis c'est une blogueuse de longue date, en fait. Elle a démarré un blog sur Blogger, en fait, qui est une des premières plateformes de blog, disons, on veut, grand public, qui a été offerte par Google en 2010. Puis c'est là qu'elle a décidé, quelques années plus tard, de faire le saut, dans le fond, sur Tumblr. Elle s'est retrouvée dans le coin de San Diego autour du 22 janvier. C'était sa première destination. Sur son Tumblr, elle indique qu'elle est allée au zoo. C'est une des attractions les plus populaires de San Diego. Je comprends qu'elle y soit allée, puis elle le documente bien sur son Tumblr. Par la suite, c'était quoi son itinéraire, Seb? En fait, elle s'est dirigée à Los Angeles. Il y a un trou dans le temps, en fait, entre San Diego et Los Angeles. On le sait pas trop exactement. Il y a eu quelques jours qui se sont écoulés. Et c'est le 26 janvier, elle est arrivée à Los Angeles, au Cecil Hotel, en fait, où est-ce qu'elle a décidé d'être hébergée. De séjourner. Merci. De séjourner, donc, pour les prochains jours durant son voyage. Puis déjà, en fait, c'est un peu étrange, parce que le Cecil Hotel, c'est un hôtel qui a de l'histoire, qui est pas une histoire très joyeuse, en fait, qui est reconnu pour avoir accueilli des tueurs tels que Richard Ramirez, qui était le Night Stalker, qui est un, je crois qu'il a tué une dizaine de femmes alors qui séjournaient dans le Cecil Hotel. Donc, il y a vraiment une historique plutôt lugubre, plutôt sombre autour de cet hôtel-là. Ah oui, il y a des gens qui se suicident aussi. Il y a eu un cas, quelqu'un qui était sauté de son balcon, il a tué le piéton sur lequel il a atterri. Toute cette historique-là aussi, qui est un petit peu mystique et disons macabre de cet hôtel-là, disons, aidé à alimenter le phénomène là, et le mystère autour de Elisa Lam. Puis c'est un hôtel qui est situé downtown Los Angeles, qui est un quartier des affaires, mais faut se mettre un peu aux faits historiques de cette époque-là. C'est un quartier qui est né durant justement le début du siècle, les années 20, la prospérité, ce qui était tout le Hollywood un peu vintage de ces années-là, les grands théâtres, les grandes salles de spectacle, des décors vraiment mégalomanes, des hôtels magnifiques, gigantesques. Moi, je suis allé souvent dans le cadre du travail. Je travaille dans le jeu vidéo, donc je suis allé souvent au E3 qui se déroule à Los Angeles. Donc, on séjourne downtown LA, puis j'en ai vu plusieurs des hôtels comme ça qui sont témoins d'une époque florissante. À l'époque où tout était permis, on faisait des hôtels extrêmement spectaculaires, extrêmement riches avec en des cachets. gros halls d'entrée, avec de l'art et tout là. Absolument. Puis le Cecil est un peu un hôtel de cette époque-là, qui est par la suite tombé dans la déchéance comme presque tout ce quartier de Los Angeles, qui est justement le Broadway de Los Angeles avec les vieux théâtres. Tu te promènes là, puis un immeuble sur deux est fermé ou est en reconstruction. C'est très étrange. Puis le Cecil Hotel particulièrement est situé tout près de Skid Row, qui est un quartier peu fréquentable, si on veut, de LA. Ce qui est drôle de ce quartier-là, c'est que c'est situé vraiment à 2 pas de downtown. Donc, t'es dans un coin où vraiment l'architecture est grandiose, il y a des grands théâtres et tout ça. Et puis tu marches un bloc plus loin et tu tombes dans vraiment un quartier où c'est plein d'itinérants, de gens sous l'influence de substances
intoxicantes, si on veut, des gens intoxiqués qui vont te crier après, qui vont courir vers toi. C'est quand même un quartier qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de graffitis, si on s'intéresse à ces trucs-là, c'est en train tranquillement d'être revigoré. Il y a des ateliers d'artistes, des startups aussi qui ont commencé à s'installer dans ce quartier-là, mais c'est très difficile. Je suggérerais pas à une jeune fille de 21 ans qui voyage seule d'aller séjourner près de ce quartier-là. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi le Cecil Hotel? T'sais? Exact. Justement, il y en a qui disaient que c'est des recommandations sur Internet qu'elle a pu lire. Veut pas, vu que c'est dans un quartier un petit peu plus, disons, moins beau, c'est moins cher. Donc, pour quelqu'un qui voyage en pack-sac, ça peut être une option intéressante. D'après moi, elle avait le goût d'aventure aussi. Ça peut être intriguant là, d'aller habiter dans un hôtel où il y a eu des meurtres, où il y a eu des suicides. Ah, c'est vrai. Quand tu as 21 ans, j'avoue que je pourrais être aussi attiré par cet aspect-là, cet attrait touristique-là, si on veut. Ben, pas nécessairement touristique, mais cet attrait-là de l'hôtel. Là, donc. C'est vrai. C'est peut-être que, justement, connaissant son intérêt envers la culture un peu geek, Harry Potter, ces choses-là, peut-être qu'elle avait un intérêt vers le côté surnaturel du Cecil. Elle reste là quelques jours. Apparemment, de ce qu'on nous dit, de ce qu'on a lu dans certains articles, quelques jours après, je crois même c'est peut-être sa journée d'arrivée, il y a eu des plaintes. Elle a été mise dans une chambre au 5e étage avec des colocs. Donc peut-être que ça vous est déjà arrivé. Il y a des hôtels comme ça où on peut avoir une chambre partagée. Puis la salle de bain est à l'extérieur, la douche est à l'extérieur. Style auberge de jeunesse. Là. Un peu style auberge de jeunesse, mais le Cecil, du moins maintenant, à l'heure actuelle, offre ce genre de truc-là. Aussi au Cecil, ce qui revient à dire que justement c'est un hôtel un peu particulier, c'est qu'il y a des résidents permanents. Il y a une section de l'hôtel où des gens peuvent louer à la semaine pour pas cher. Donc ça attire une clientèle, encore une fois, qui peut être louche à certains moments. Elisa Lam est toute seule, elle se fait placer avec des étrangers dans une chambre au 5e étage, et apparemment qu'il y aurait eu des plaintes de ses colocs, comme quoi elle a réagi étrangement un courant de la nuit, et puis pour cette raison-là, ils ont décidé de la bouger, de la transférer dans une autre chambre au 5e étage, seule à ce moment-là. Exactement. En fait, donc, elle a resté, comme Émile le disait, elle a resté environ 2 jours avec ses colocs, et ensuite... on n'a pas vraiment de détails des événements qu'elle a eus, donc on se ramène un peu au 28 janvier environ, où ce qu'elle aurait été transférée dans sa chambre seule. Et les 3 derniers jours, en fait le 31 janvier, la journée de sa disparition si on veut, elle a été vue par une libraire qui l'a trouvée sympathique, cordiale. Oui, elle est allée faire un tour au Last Bookstore, qui est un peu une librairie iconique de Downtown LA. Ok, je connaissais pas, ok. Donc, qui est un endroit plutôt connu, fréquenté par une clientèle, je dirais, étudiante, hipster aussi, touriste aussi, parce que c'est une grande boutique. On peut, apparemment qu'elle a acheté des disques vinyles au Last Bookstore. Ok, j'avais pas vu ce détail. Et le 31 janvier, en fait, c'est la dernière journée qu'elle a été vue dans l'hôtel. Puis, en fait, Elisa Lam, elle entretenait quand même une bonne relation avec ses parents, même en voyage. Elle les appelait à chaque jour. Et puis, là, en fait, le 31 janvier, elle a été vue pour la dernière fois au Last Bookstore. Elle a été captée par des caméras de surveillance de l'hôtel. Mais le 1er février, donc le lendemain, ses parents avaient pas eu de nouvelles d'elle. Ils étaient habitués de recevoir un coup de téléphone à chaque jour. Et puis, ça leur a un peu mis la puce à l'oreille à savoir qu'est-ce qui arrive avec leur fille. Donc, le 1er février, ils reçoivent pas d'appel, puis ils commencent à s'inquiéter. Le 1er février, elle était supposée de se rendre à Santa Cruz, donc de quitter l'hôtel pour continuer son voyage. Et elle a pas avisé ses parents. Donc, ils se sont mis à s'inquiéter, si on veut. Quelques jours plus tard, ils ont contacté la police de Los Angeles parce que là, ils étaient vraiment inquiets parce que c'est pas dans ses habitudes de pas contacter ses parents, même pas une journée, de sauter une journée. Là, ils s'inquiétaient vraiment de sa disparition, du moins, s'il était arrivé quelque chose. Donc, le 6 février, la police de Los Angeles a émis un premier communiqué de presse avec une photo d'elle, d'une jeune Canadienne de Vancouver qui avait disparu. Ils ont diffusé une photo d'elle dans tous les médias. Une belle photo d'elle, une photo cute là, avec ses petites lunettes, sa petite chemise à carreaux, demandant des indices aussi, des gens pourraient la retrouver. Une des seules photos d'ailleurs qu'on a vu publier d'Elisa Lam, parce que on y reviendra un peu plus tard, mais
il y a pas beaucoup de photos d'elle disponibles sur le net. On voit un peu tout le temps les mêmes photos. Cette photo-là a été publiée, elle a fait le tour du monde. Faut dire que la police de Los Angeles, c'est un des plus gros départements de police en Amérique du Nord. Il y en a des crimes par jour à Los Angeles. Il y en a des disparitions, il y en a des enlèvements. Mais en fait, ils ont publié cette nouvelle de disparition-là a fait vraiment le tour du monde. Apparemment que, étant donné que c'est une touriste internationale, ils ont raison de plus de s'inquiéter, puis ils veulent pas mal paraître aux yeux des autres pays. Non, effectivement. Le lendemain, en fait, la police a refait un autre communiqué de presse pour réannoncer la nouvelle et rediffuser encore l'information pour tenter de la retrouver. Là, les parents se sont rendus eux aussi à Los Angeles pour assister à cette conférence de presse-là. On les voit là sur des photos, ils ont l'air complètement dévastés, puis je me mets à leur place, puis j'aurais le même visage, là. Bon, il y a rien de vraiment qui se passe, là, l'enquête se poursuit et tout, la vie continue. Et le 14 février, là, c'est là qu'il y a vraiment, à la Saint-Valentin, il y a vraiment un événement qui s'est déroulé. La police, en fait, de Los Angeles a diffusé la vidéo de surveillance de l'ascenseur, où dans le fond, c'est la dernière fois qu'on a vu Elisa Lam qui a été filmée. Et dans ce vidéo-là, elle avait vraiment un drôle de comportement. Parle-nous-en donc un peu, Émile, de son comportement dans l'ascenseur. Elle prend donc l'ascenseur du 14e étage, elle rentre à l'intérieur, et puis elle appuie sur à peu près tous les étages. Elle appuie sur tous les boutons d'une manière assez frénétique, si on veut. Et puis, la porte de l'ascenseur ne se ferme jamais. C'est une des choses qui est la plus flagrante dans cette vidéo-là, la première fois qu'on la voit, c'est que la porte ne se ferme jamais. Donc, la porte de l'ascenseur ne se ferme pas. Elle sort de l'ascenseur, elle regarde d'une manière un peu stressée, d'une manière un peu anxieuse autour d'elle. Elle sort de l'ascenseur et elle se met à faire des pas, je dirais des pas sur le côté. Puis, c'est un peu troublant. On dirait qu'elle fait une genre de chorégraphie ou qu'elle joue à un jeu, ou qu'elle répète quelque chose qu'elle a vu à quelque part, mais c'est assez inhabituel. Donc, elle fait ces genres de pas qui sont très saccadés. Elle revient dans l'ascenseur, la porte ne ferme toujours pas, et puis elle appuie encore une fois sur tous les boutons de l'ascenseur, puis encore une fois, il se passe rien. Elle sort une seconde fois de l'ascenseur, elle semble regarder vers la droite, puis c'est là qu'on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Elle commence à faire des mouvements avec ses mains. Mais tu les as vus, Seb, les mouvements avec ses mains, on dirait qu'elle caresse un genre de chien invisible, ou qu'elle s'adresse à quelqu'un qu'elle voit juste de l'autre côté de l'ascenseur. Ouais, où elle fait des signes enfantins. C'est un peu bizarre, un genre de jeu ou d'échange. On a de la misère à déterminer si c'est qu'elle le chasse ou qu'elle l'incite à faire quelque chose, ou elle veut démontrer ou faire, voyons, si elle veut nous dire quelque chose, en fait, par ses gestes. Tout de suite, par la suite, elle quitte le champ de la caméra, donc elle sort de l'ascenseur, elle se dirige vers la gauche, et quelques secondes plus tard, la fameuse porte de l'ascenseur ferme finalement, et puis l'ascenseur descend d'un étage à l'autre jusque dans le lobby de l'hôtel, et la vidéo se termine comme ça. Donc, cette vidéo-là est devenue virale parce que c'est complètement freakant. La première fois qu'on voit ça, on commence à penser, coudon, est-ce qu'il y a une manifestation surnaturelle dans l'ascenseur? Ouais, elle a l'air possédée, là, sincèrement. Là. Ah oui, en plus, la porte ne ferme jamais. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet ascenseur-là? Puis pourquoi les policiers ont sorti cette vidéo-là? En fait, il y a plusieurs, je présume que même si le Cecil Hotel, c'est un vieil hôtel, je présume qu'il y a plus qu'une seule caméra de surveillance dans cet hôtel-là. Et puis, la police a décidé de sortir cette vidéo d'ascenseur-là qui raconte une histoire effrayante, là, digne d'un film d'horreur. Exactement. Tout pour enflammer l'Internet, parce que là à ce moment-là, on n'a toujours pas retrouvé Elisa Lam. Et là, les théories se multiplient là, sur en fait sa disparition. La nouvelle fait le tour du monde aussi, oui, reprise dans tous les médias du monde. Quelques jours plus tard, en fait, le 19 février, il commence à avoir des plaintes des résidents d'hôtel. Des résidents d'hôtel, exactement, que la pression de l'eau est plus basse, que l'eau goûte différente, qu'elle a un goût amusant et sucré. Quel taste funny. Oui, taste funny, ça m'a bien fait rire. La direction de l'hôtel se dit, bon, mais on va aller faire une vérification. Ils envoient un de leurs employés qui s'appelait Santiago Lopez
sur le toit. Aux États-Unis, souvent, ils fonctionnent avec des grosses tanks d'eau. Des genres de châteaux d'eau là, qu'on voit sur le toit des hôtels. Là. Exact. Donc, pour emmagasiner l'eau, donc il va vérifier s'il y a un problème avec l'eau. En arrivant sur le toit, Monsieur Lopez, il ouvre le couvercle d'un des réservoirs et il découvre le cadavre d'une femme, en décomposition. Donc, ils ont alerté la police. Elle a été identifiée quelques heures plus tard là, comme étant Elisa Lam. Elle est retrouvée nue dans le réservoir à eau avec ses vêtements près d'elle, le couvercle fermé dans le réservoir à eau, et puis elle serait décédée selon l'autopsie de noyade, carrément. Le lendemain, un fait amusant à l'hôtel, étant donné que tout ce qu'il y a eu avec la police et tout, ils ont décidé de mettre un ordre de do not drink. Donc maintenant, il est interdit de boire à l'hôtel pour les résidents de l'hôtel. C'est un peu particulier parce que je veux dire, la corrélation est pas nécessairement directe, là, comme si parce que tu prends un coup, tu vas aller te jeter dans un réservoir d'eau sur le toit de l'hôtel. Ah oui, exactement. Donc, on a une histoire digne d'un film d'horreur ici. Là. À partir de ce moment-là, la nouvelle prend encore plus d'ampleur. On se demande qu'est-ce qui se passe au Cecil Hotel. Est-ce que cet hôtel-là est hanté? Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un meurtre? Un meurtre, oui, exact. D'un employé de l'hôtel, de quelqu'un qui l'aurait suivi. Un peu plus tard, en fait, est-ce que autre fait de cette histoire-là, il y a eu du retard dans l'autopsie. Donc, j'imagine que l'État était débordé de corps à analyser. Mm-hmm. Donc, plusieurs semaines plus tard, j'imagine les parents et tout pour être dans l'attente de savoir les vraies conclusions de la mort de leur fille. Ça devait être horrible, sincèrement. L'autopsie ne présente aucune trace de lutte, donc il n'y a pas eu de violence ou quoi que ce soit. Son corps commençait à pourrir, là, vraiment être en légère décomposition. Aucune consommation de drogue ou d'alcool, en fait. Les seules choses qu'on détectait dans son sang, c'était les médicaments qu'elle prenait pour traiter sa bipolarité. Parce que, oui, revenons-en, Elisa Lam prenait quelques médicaments pour traiter une bipolarité, puis une certaine dépression à un certain moment. Donc, elle prenait des antidépresseurs. Selon l'autopsie révèle aussi qu'il y a certains médicaments qu'elle ne prenait pas justement pour régler ses problèmes mentaux, si on veut, si je peux me permettre. Donc, ça éveille aussi la théorie comme quoi est-ce que la bipolarité aurait pu jouer un rôle dans sa mort. Puis c'est d'ailleurs ce qui est le statut officiel de la police sur son décès, c'est une noyade accidentelle avec la maladie mentale ayant joué un grand rôle. Donc, c'est aussi clair que ça, selon les policiers. C'est une mort accidentelle. Elle était dans un certain épisode de dépression ou de bipolarité parce que peut-être qu'elle n'avait pas pris un certain médicament. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Son Tumblr nous donne beaucoup d'informations sur son état d'esprit et sur les différentes semaines, en fait, qui ont précédé sa disparition. Oui, vraiment. Au niveau des derniers instants de sa vie, si on veut, sont décrits sur Tumblr. Je peux en faire un petit tour. En fait, son Tumblr est particulier. C'est-à-dire, c'est surtout on connaît Tumblr un peu, le principe, c'est de partager des choses qui ne sont pas nécessairement les nôtres. C'est-à-dire qu'on partage des photos qu'on va trouver sur le net, des citations. Il y a des textes qu'on a écrits soi-même, évidemment, de nos propres photos. Mais c'est essentiellement un réseau social de repartage, si on veut. Puis sur le Tumblr, généralement quand on y va, c'est pas nécessairement classé d'une manière chronologique. Donc, dans le cas du blog d'Elisa Lam, qui s'appelle Nouvelle Nouveau, on va vous inscrire le lien là, sur notre site web, vous pouvez aller voir ça. Son Tumblr présente surtout des articles de mode, certains outfits, justement, là, des outfits of the day, des trucs comme ça, des inspirations pour elle, quelques citations d'Harry Potter, par exemple. Mais faut fouiller un petit peu plus loin dans les archives pour finalement avoir un classement chronologique, si on veut. Et puis, si on retrace certains moments de son voyage, il semblerait le 22 janvier, puis je vais vous le lire en anglais. Vous allez voir, vous allez comprendre un peu le ton qu'elle avait, puis son style d'humour. Donc, le 22 janvier.
I got lost in the airport and missed my connecting flight. Sleepover at the airport again. Oh well, it could be worse. United Airlines provides blankets. I have Wi-Fi, and I can pretend I'm Tom Hanks in the terminal. Not at all similar, but surely, if a fictional character in a movie can live in an airport, then so I can. Et puis là, elle communique beaucoup en hashtag, donc elle a mis, par exemple, hashtag This trip is starting out so good. The movie did not mention that vacuum cleaners are really loud. Donc, c'est des types de hashtags qu'elle met. Donc, elle a été perdue dans l'aéroport le 22 janvier. Par la suite, son blog, le 24 janvier, elle nous dit « Today I slept, took a long hot shower, stuffed myself silly with a $3 dinner. It has been most productive and enjoyable. I seriously have done nothing in San Diego that is out of my normal routine at home. I do what I want. En majuscule. After all, I like my home comforts and every now and then I do something entirely impulsive and reckless. Like tell a guy I just met I like him. Avec plusieurs petits points. I do like people, elle dit, I do like people watching at the hostel. Donc elle nous dit qu'elle semble un hostel, c'est un auberge, style auberge de jeunesse. Donc, elle aime faire du people watching. Now that I'm rested and well, starting tomorrow, I should venture outside more. Et là, elle nous dit numéro 1, SeaWorld. Numéro 2, The Zoo, un classique. Numéro 3, Museum, because it's free. Et numéro 4, whale watching at Coronado Point Loma, pardonnez-moi. Donc, elle est à San Diego, et puis elle prend du bon temps. Le 26 janvier, un post qui est un peu plus court, puis je dois le dire, ce qu'elle écrit elle-même sur Tumblr, elle l'écrit dans une couleur qui est vraiment difficile à lire. Elle l'écrit d'un bleu pâle qui se confond particulièrement avec le fond blanc. Ouais, c'est comme si, c'est pas du passif agressif, mais tu sais, tu le dis, tu l'écris, mais tu facilites pas la lecture aux gens qui vont te lire. C'est comme un genre d'exutoire, mais tu veux pas nécessairement que les gens te lisent. Exactement, c'est particulier. Moi, j'ai dû, pour les besoins du podcast, j'ai dû tout recopier dans un Google Doc et changer la couleur des textes parce que c'était illisible. Donc, ça fait partie un peu de sa personnalité. Donc, ce qu'elle nous dit le 26 janvier. I'm going out tonight. I really hope no creeper comes near me. Seriously though, those Italian and Mexican guys go after you strong. Show the slightest inclination and they hound you. Et là, elle met des hashtags. God, I just want to listen to some live jazz. Et puis son hashtag de voyage Californie semble être Calibla. Ouais, Calibla, exactement. Toujours. Ouais. Donc le 26 janvier, c'est théoriquement la date où elle arrive à Los Angeles. Et là, elle dit qu'elle souhaite qu'il n'y ait pas de creeper qui tourne autour d'elle cette soirée-là parce que, bon, il semble dire que les gars, les Italiens, les Mexicains qu'elle a rencontrés sont toujours après elle. Et ce qu'elle nous dit un peu plus tard, toujours le 26 janvier, mais je ne sais pas si c'est avant ou après l'autre parce qu'elle a été quand même assez productive sur Tumblr lors de ces dates-là. Elle nous dit « I have arrived in La Land ». Je présume qu'elle voulait dire La La Land. And there is a monstrosity of a building next to the place I'm staying. When I say monstrosity, mind you, I'm saying as in Gaudi. But then again, it was built in 1928, hence the Art Deco theme, so yes, it is classy, but then, since it's LA, it went on crack. Fairly certain this is where Baz Luhrmann needs to film The Great Gatsby. Donc, on revient un peu à ce que je disais plus tôt, c'est Los Angeles, c'est l'époque des grands hôtels, donc elle pouvait voir au Cecil un peu cette influence Great Gatsby. Elle dit que ça, il y a une déco Gaudi, tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans ce genre de building-là. Le 27 janvier, elle nous dit « The speakeasy was awesome », en majuscule, « except I lost a cell phone, site ». Et là, elle nous dit en hashtag « and it's not even mine, it's my friend's old BlackBerry. Daddy's lending to me. And, well, not lend. He doesn't want it anymore, but, stupid, Calibla. » Donc, elle nous indique dans ce blog-là qu'elle a rencontré quelqu'un, en fait, à Los Angeles. Qu'elle a rencontré un ami. Oui, exactement. Puis même la journée d'après, le fait qu'elle
critique beaucoup sur qu'elle a peur de rencontrer des gens creepy. J'ai l'impression aussi, en plus, qu'elle a rencontré différentes personnes qui l'ont un peu, pas malmenée, mais qui l'ont un peu traumatisée pour qu'elle prenne la peine de dire ça. Fait que c'est... Puis l'ami, justement, aussi, on n'a jamais eu de nouvelles. Même à l'hôtel, elle n'a jamais été vue avec personne non plus. Il semblerait qu'elle a été vue, selon certains documents policiers, elle aurait été vue à l'hôtel sur des vidéos de surveillance en compagnie de 2 hommes qui lui auraient donné une boîte. Ah oui, pour vrai? Okay. Oui, apparemment, mais ces images-là n'ont pas été diffusées. Mm-hmm. Donc, il y aurait d'autres images possibles d'Elisa Lam, autres que cette étrange vidéo de surveillance d'ascenseur. Donc, déjà, son parcours semble être le parcours normal d'une jeune fille qui va en Californie, qui va voir des trucs touristiques comme le zoo et tout ça. Elle semble aimer le jazz, elle semble aimer les speakeasy. Il y en a beaucoup dans la région de Los Angeles, des endroits qui sont plus ou moins annoncés, où on peut aller boire une bière dans un endroit style un peu pré-prohibition, ou post-prohibition, je devrais dire. Donc, elle semble bien aimer cette contre-culture-là. Puis, par la suite, après ce voyage-là, ça nous mène justement à sa disparition. Puis je crois, Seb, que tu as un extrait de reportage de la CBC. Faut dire que, étant donné que c'est une Canadienne, la CBC a vraiment bien couvert le dossier. Parmi les meilleurs articles que j'ai lus, les articles officiels, provenaient de la CBC, provenaient du travail qu'elle a fait, les interviews qu'elle a données avec ses parents et tout ça. Donc, ils ont des bons articles, puis c'est une bonne source d'infos sur ce dossier. Allons, écoutons ça. C'était la journée originale, la première diffusion de la police, en fait, le 6 février 2013. Parfait. Hasn't been heard from for a week, something her family says is unlike the UBC student. 21-year-old Elisa Lam never checked out of her LA hotel, and she was traveling alone. Today, the police called on the public for help. The CBC's Lindsay Duncombe has more from Los Angeles. By the way, the Los Angeles police are handling this. It's clear it's not just a case of missing tourists who wandered away. I spoke to the LAPD, and they were very clear that they do have some sort of evidence that it is possible that Ms. Lam is either hurt or in danger. There certainly are a number of things that do just really seem odd. In fact, they were describing it on the local news as an odd disappearance. So there are many things that will hopefully play out as they try to find her, and hopefully they will. The story of Elisa Lam, she's 21 years old. She was here on vacation by herself. She was staying in a downtown hotel that's also advertised on youth hostel websites. It is getting play here in LA. It was on the headlines of the Supper Hour News. They went live before the news conference. And there is obviously some strategy to this, that officers believe that the more they put that picture out there and the more people talk about it, there is a greater chance of finding Elisa Lam and hopefully returning her to her family and to Canada safely. Lindsay Duncombe, CBC News, Los Angeles. Donc, c'est ce qui nous mène aux fameux vidéos de l'ascenseur, qui propose beaucoup de mystères, en fait, qui est peut-être la pièce la plus étrange de tout ce qui a été diffusé sur Elisa Lam. T'en penses quoi, toi, Seb, du fameux vidéo de l'ascenseur? C'est la première fois que tu l'as vu. Qu'est-ce que t'as pensé? Oui, en fait, je l'avais vu il y a quelques années, ce vidéo-là. En fait, comme tout le monde sur Internet, là, je l'avais vu circuler. Et moi-même, sur le coup, quand je voyais j'avais vraiment l'impression que c'était quelqu'un qui était un peu possédé, pas nécessairement par des esprits, mais c'est vrai que j'ai une tendance de moi qui aime bien croire aux esprits. Mais c'est ça, avec ça, elle était très étrange, en fait, sur ses mouvements. Pour moi, c'était une évidence que elle était complètement sous l'emprise d'une drogue ou de quelque chose et non sous l'emprise et j'avais pas poursuivi l'histoire un peu plus loin, donc sur sa mort et tout. Ça s'était comme arrêté là. J'avais vraiment l'impression qu'elle était juste complètement folle, en fait, tout simplement. Sans aller plus loin. C'est un peu l'histoire que la police envoie. C'est un peu leur version. Lorsqu'on voit cette vidéo-là, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. De un, moi je me demande, la question que je me pose toujours, pourquoi est-ce qu'ils ont sorti cette vidéo-là? C'est-à-dire que cette vidéo-là n'apporte rien. Ils veulent retrouver la personne qui est disparue,
cette vidéo-là est de mauvaise qualité. Presque tout le long de la vidéo, on la voit de dos. Donc, il n'y a même pas d'informations pertinentes à savoir... Non, c'est pas pour la reconnaître, là, ou voir exactement. des détails physiques de elle qui nous aideraient à ça. Un peu, mais... Je peux comprendre qu'on peut voir les vêtements qu'elle portait cette journée-là. Bon, elle portait un genre de hoodie de couleur rouge foncé. Elle porte ce qui semble être soit des genres de shorts de basket ou une jupe qui arrête aux genoux. J'avais l'impression que c'est une jupe. Elle portait apparemment un t-shirt de bière avec une marque de bière, puis elle est en gougoune, donc elle est en flip-flop dans cette vidéo-là. Chose aussi à remarquer, elle n'a pas ses lunettes. Donc apparemment qu'elle avait vraiment besoin de ses lunettes pour vivre. Mm-hmm. Puis dans la vidéo de l'ascenseur, elle ne les portait pas. Ce qui explique son regard lorsqu'elle se penche, puis elle regarde tous les boutons de l'ascenseur, elle les regarde vraiment de proche. Ça saute aux yeux un peu. Donc on présume que peut-être qu'elle avait besoin de se rapprocher étant donné qu'elle n'avait pas ses lunettes. Non, en fait... C'est ça, elle se rapproche, le fait qu'elle ait pas de lunettes et qu'elle se rapproche pour voir les boutons, c'est vrai, mais pourquoi appuyer sur 4, 5, 6 boutons, un à la suite de l'autre? C'est là aussi le mystère, parce que c'est vrai que c'était dans les explications qui faisaient qu'elle se rapprochait, parce que ça faisait partie d'un drôle de comportement, là, de justement de se réapprocher, de réappuyer. L'autre élément, en fait, c'est que la porte se ferme jamais non plus. En fait, c'est pourquoi que la porte se ferme jamais, ça lui donne le temps de sortir, de re-rentrer. En fait, sûrement que le fait d'avoir appuyé sur plusieurs boutons, elle a peut-être créé un genre de bug d'ascenseur. Mm-hmm. Mais dans la vidéo de la police, justement, l'autre aussi élément qui est un peu particulier, comme tu disais, pourquoi la police a relâché ça, pendant 1 minute de temps, dans la vidéo de 2 minutes et demie, 3 minutes ou 4 minutes, je me souviens pas exactement, pendant 1 minute et demie, on ne voit que l'ascenseur se refermer et descendre aux autres étages plus bas, où les portes ouvrir et refermer, qu'il n'y avait personne. Pourquoi ils ont pris la peine de nous montrer cet élément-là qui est totalement inutile, qui rallonge la vidéo? On dirait qu'ils essaient de diluer quelque chose, ou plutôt nous orienter vers quelque chose. Puis tu sais, Seb, Reddit s'est mis à enquêter, les web sleuths de ce monde, les armchair detectives et les gens en podcast aussi, nos confrères podcasteurs de True Crime ont enquêté aussi. Et puis, on a trouvé plusieurs éléments qui permettent d'éclaircir un peu le mystère de l'ascenseur. Premièrement, il y a des gens sur YouTube, il y a un YouTuber entre autres qui a énormément couvert le cas de Elisa Lam qui s'appelle Lorden Arts. Vous pouvez trouver sa série Brain Scratch sur YouTube, qui est aussi un podcasteur. En fait, lui, il est allé au Cecil Hotel, puis comme plusieurs personnes d'ailleurs qui ont été intriguées par l'histoire, et puis il a essayé le fameux ascenseur. Apparemment que Elisa Lam, elle appuie sur un bouton à la toute fin lorsqu'elle appuie sur plein de boutons. Elle appuie sur un bouton qui s'appelle Door Hold, qui est un bouton qui permet à la porte de rester ouverte quand même assez longtemps, qui est fait pour transporter du matériel ou des choses entre les étages. Là, ouais. Exactement. Il n'y a pas de monte-charge au Cecil Hotel. Donc, ce bouton-là, apparemment, garde la porte ouverte au moins 2 minutes. OK, ça ferait du sens. Hein. Donc, lorsqu'elle appuie une première fois, la porte risque d'être ouverte pendant un bon bout de temps. Elle sort en plus, elle rentre, donc elle crée du mouvement en face de la porte. Donc, oui, avec les détecteurs de mouvement, c'est automatiquement, ça empêche la porte. Donc, la porte ne se ferme pas. Et puis, elle réappuie sur tous les boutons et elle réappuie sur Door Hold. Donc, ce mystère-là peut être éclairci d'une certaine façon parce que, des gens l'ont expérimenté, puis ça a permis de montrer que ce comportement n'était pas nécessairement inhabituel, même si il paraît extrêmement surnaturel lorsqu'on regarde la vidéo pour la première fois. Ça saute aux yeux. Non, exact. Mais on se demande justement pourquoi ça ferme pas. L'autre des théories, c'est aussi qu'on la voit sortir, en fait, c'est qu'elle discute avec quelqu'un. Elle fait des gestes ou elle a une interaction avec quelqu'un ou elle a peur de quelqu'un. Mais ça, en fait, on peut pas vraiment le prouver ou quoi que ce soit. Ça fait partie des autres thèses. L'autre chose, c'est que, justement, au niveau de la porte, là, tu as un peu détruit mais que quelqu'un pourrait retenir, en fait, en tenant le bouton de l'extérieur, la porte qui pourrait la bloquer, mais justement, il y a plusieurs personnes qui sont allées, et le bouton pour maintenir la porte, il est du même côté que elle était. Donc, cette théorie-là aussi tombe, qu'elle ferait
signe, du moins que c'est quelqu'un qui bloquerait la fermeture de la porte de l'extérieur. Autre chose, ce qu'il faut savoir, bon, en plus, qu'est-ce qu'elle faisait, elle, au 14e étage, que sa chambre est au 5e. Si on veut ajouter une couche de mystère, au Cecil, il n'y a pas d'étage 13. Oui, comme beaucoup. Je pense que c'est une habitude de plusieurs hôtels, en fait. Surtout de cette époque-là. Oui, effectivement. Donc, théoriquement, elle était au 13e étage. Donc, je l'avais même pas calculé, ça. Puis, les gens qui sont allés, justement, qui ont visité cet hôtel-là pour nous, pas directement pour nous, mais pour les enquêteurs du web, un peu comme nous. Oui. Et puis, ils se sont rendus compte que ce qu'il faut savoir, lorsqu'on est au 14e étage, c'est que l'ascenseur, elle ouvre, puis vous savez, dans les grands hôtels, les cages d'ascenseur, c'est comme des mini lobbies. Souvent, on sort de l'ascenseur, il va même avoir un grand miroir, il va y avoir des portes qui vont nous mener éventuellement au corridor, là où sont situées les chambres. Dans le cas du Cecil, lorsqu'on sort de l'ascenseur, on est directement dans le corridor des chambres. Donc, selon des photos qui ont été postées par des gens qui sont allés visiter l'hôtel, lorsqu'on sort de l'ascenseur et qu'on regarde à droite, un peu comme ce que Elisa fait dans la fameuse vidéo, dans son champ de vision, premièrement, il y a une caméra en haut sur le plafond, donc il y avait potentiellement une caméra qui la filmait d'un autre angle qu'on n'a pas vu, mais en plus, il y a 3 portes de salles de bain, de chambres partagées. Donc, devant elle, il y avait potentiellement peut-être quelqu'un dans une de ces salles de bain-là, la porte ouverte, qui lui faisait signe. Donc, peut-être qu'il communiquait avec cette personne-là. On voit aussi directement le corridor. Donc, elle est directement dans le corridor. Donc, c'est peut-être quelqu'un au bout du corridor. C'est toute spéculation, mais c'est peut-être un enfant avec qui elle joue à la cachette. Peut-être avec un enfant. Hein, exactement. Ou c'est peut-être quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est son ami qu'elle a rencontré, qu'elle allait visiter? On n'en sait rien. Mais bref, c'est possible. Lorsqu'on voit ces photos-là, vous pouvez trouver ça quand même assez facilement sur le web. Il y a un peu de moins de mystère à savoir qu'est-ce qu'elle faisait. Dans le sens que c'est possible qu'elle interagissait avec quelqu'un, c'est possible qu'elle jouait avec un enfant au loin, mais ça explique toujours pas qu'est-ce qu'elle faisait au 14e étage. Puis en plus, des gens qui ont fouillé, parce que cette vidéo-là aussi, ce qu'elle a de particulière, c'est que le timecode sur la vidéo est brouillé. Quel est encore une fois l'intérêt de brouiller le timecode lorsqu'on sort une vidéo? Je veux dire, ça change rien au truc. Mais des gens qui ont remarqué à quelle fréquence les chiffres changent se sont rendus compte que la vidéo était ralentie. Donc, ils l'ont accéléré, ils l'ont mis à la vraie vitesse. Et puis là, une fois que la vraie vitesse, une fois que la vidéo est accélérée, le fameux mystère de la porte est encore moins flagrant parce que, c'est plus 2 minutes, c'est plus 1 minute 30, par exemple. Donc, tout paraît moins long. Ses gestes à elle paraissent, par contre, un peu plus... disons, pas saccadé, mais plus rapide, plus vif, un peu. Ouais. Exactement. Donc, moi, ça me ramène encore au mystère. Pourquoi la police a sorti cette vidéo-là? On se rend compte qu'il y avait plusieurs caméras de surveillance au Cecil. Pourquoi pas en sortir une qui est de meilleure qualité, où on la voit de face? J'ai aucune idée. Moi, j'ai l'impression que les policiers ont sorti cette vidéo-là pour appuyer leur théorie ou pour... Mais pourtant, le corps avait même pas été encore découvert. C'est ça c'est vrai, oui. Je trouve que c'est ça qui ajoute encore plus. T'as raison. Parce que c'est vrai qu'à la conclusion par noyade et en lien avec ses problèmes psychologiques, c'est une chose. Puis c'est vrai que si on recule dans le temps, la vidéo a l'air de vouloir dire cette histoire-là. Mm-hmm. Mais elle a été diffusée avant qu'ils sachent qu'elle a été retrouvée sur le toit. Donc c'est ce qui crée encore plus le pourquoi. Est-ce que la police nous cache quelque chose? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qu'ils ont peut-être intérêt à ne pas diffuser grand public? On le sait pas. Puis il n'y a jamais rien eu qui est ressorti de ça. Aucune autre vidéo n'a jamais coulé sur le web ou ailleurs là, de ça. Je me trompe pas en disant ça. Non, t'as tout à fait raison. Il n'y a aucune autre vidéo qui est sortie sur le dossier. Un autre mystère, c'est justement comment elle a pu accéder au fameux réservoir à eau. Ça, c'est particulier, en fait, parce qu'il y a plusieurs, justement, de YouTubers qui sont allés. Et la porte, techniquement, on se dit, pour aller sur le toit, la porte devrait être fermée ou du moins déclencher une alarme si quelqu'un y va.
Il n'y a rien eu de ça, il n'y a eu aucune alarme de déclencher, malgré que le personnel a indiqué que habituellement, techniquement, il serait supposé d'avoir eu une alarme. Pourtant, je me souviens plus si c'était justement l'employé ou la police quand ils sont retournés pour aller voir, ou un des enquêteurs du web. Il n'y a aucune alarme, c'était pas plus barré quand il est allé sur le toit. Donc, à peu près n'importe qui pourrait accéder sur le toit sans avertir qui que ce soit ou sans danger. On s'entend que les gens n'ont pas vraiment le goût, l'intérêt d'aller là, mais quand même par sécurité. Elle aurait rentré dans le réservoir, elle aurait soulevé. Ça aussi, c'est comment elle a pu atteindre et se rendre dans un réservoir, soulever un couvercle qui est quand même assez lourd. Là. Oui, le membre du personnel qui l'a retrouvé, il a quand même réussi, lui, à ouvrir elle pourrait l'ouvrir elle-même, mais se mettre dedans, fermer le couvercle, enlever ses vêtements aussi, là, parce que ses vêtements étaient à côté d'elle dans l'eau. Est-ce qu'après 3 semaines, les vêtements sortent de ton corps quand tu flottes? Ça, je le sais pas, puis j'ai pas la réponse à savoir si quelqu'un qui est jeté à l'eau habillé, est-ce que quelques jours, semaines plus tard, est-ce que son linge se défait de ton corps, tout dépendant du morceau de linge? Donc, ça ajoute un autre parcelle de mystère, là, même au niveau... je pense qu'il y a des éléments, tu bonifieras, là, au niveau des escaliers pour se rendre aussi. Je suis un peu perplexe là, par rapport à ça. Oui, ça semble pas être... si on écoute la version de la police, ça semble être plutôt difficile se rendre sur le toit du Cecil Hotel. On nous dit que justement la porte d'accès déclenche une alarme, donc à l'instant où quelqu'un la pousse, l'alarme se déclenche sur les 3 derniers étages avant le toit. Ceci dit, il y a 15 étages au Cecil Hotel. Il faut se rappeler que Elisa était au 14e lorsqu'elle a disparu. Donc, elle a potentiellement monté un étage en escalier. Par la suite, mais il n'y a pas juste, selon la version de l'hôtel, l'alarme était bel et bien armée. Donc, il y aurait eu une alarme de déclencher si elle avait pris l'escalier de secours. Mais il y a aussi d'autres escaliers autour du Cecil qui sont des escaliers extérieurs, un peu comme on voit dans les ruelles, qui montent jusque sur le toit. Pour y accéder, c'est des portes qui n'ont aucune alarme. Et puis, selon des photos justement qu'on a vues de gens, d'enquêteurs du web, c'est presque invitant y aller. Mais un escalier qui démarre d'en bas, là? Non, mais imagine que tu sors de l'hôtel. L'escalier est à l'extérieur. C'est un escalier, tu sais, genre escalier rouillé, là, que tu dois... que tu grimpes. Oui, c'est escalier que tu peux comme pas démancher, là, mais que tu peux étirer et allonger. Un peu dans ce style-là. Je sais pas si celle-là était comme ça, mais à certains étages dans l'hôtel, tu peux carrément sortir à l'extérieur sans déclencher aucune alarme, puis rejoindre le toit via ces escaliers de secours là. Donc c'est une autre option. Il y a aussi des YouTubers qui ont essayé, comme tu disais, la fameuse porte avec l'alarme, qui l'ont poussée, puis qu'il n'y a eu jamais d'alarme. Donc moi, je crois pas personnellement qu'un hôtel comme le Cecil, qui a pas la meilleure réputation, qui est un hôtel un peu bas de gamme, bon, qui a connu des heures de gloire, mais qui demeure un hôtel bas de gamme. J'ai beaucoup de difficultés à croire que leur sécurité était à ce point-là stricte et à ce point-là opérationnelle, si on veut. Puis encore une fois, pour se rendre au réservoir, bien là, faut qu'elle monte une échelle, puis le réservoir est environ 10 pieds de haut, donc c'est quand même assez élevé. Soulever la fameuse trappe, se glisser à l'intérieur, puis elle a été retrouvée, le couvercle était fermé, il faut pas oublier ça. Donc, imaginez-vous là, que vous êtes flottant dans un réservoir d'eau et puis que vous devez refermer un couvercle de peut-être 25 livres en acier. Il faut que tu te maintiennes, là, je veux dire. Tu peux pas flotter et tirer sur le truc. Donc, c'est vraiment intriguant. Moi, je me disais peut-être que, bon, pour différents besoins de maintenance, il y avait une genre d'échelle à l'intérieur de la tank pour pouvoir en sortir si on doit aller faire de la maintenance à l'intérieur. Lorsque j'ai vu des photos, parce qu'il y a aussi des photos qui montrent l'intérieur du réservoir sur le net, il y a pas d'échelle, il y a rien qui permet d'en sortir si on est à l'intérieur. Donc pour moi, c'est l'élément de mystère qui est le plus mystérieux, puis qui invite peut-être à l'hypothèse du meurtre, à savoir comment elle a pu refermer ce couvercle-là sur elle-même. Encore une fois, il y a des gens qui sont allés par la suite, même plusieurs mois après l'histoire d'Elisa Lam, puis lorsqu'ils sont montés sur le toit du Cecil, et qui sont allés voir les réservoirs,
les couvercles étaient ouverts tout bonnement comme ça. Même le couvercle du réservoir où le corps d'Elisa Lam a été retrouvé, le couvercle était ouvert, donc il y aurait eu possibilité de lancer un corps quand même assez facilement du haut du réservoir. Oui, parce qu'il n'y a rien qui dit que la journée même où elle a été lancée, du moins que c'est retrouvé dans le bassin, le couvercle était peut-être déjà ouvert aussi, là. Et même que son assassin n'aurait même pas eu cet effort-là à faire et le refermer pour être certain qu'on la revoit pas. Mais peut-être que même que la vie lui a facilité les choses et que le couvercle était ouvert, là. Donc, il y a beaucoup de mystères. Puis, si on ajoute à tout cela, parce que ça s'arrête pas là, il y a des films hollywoodiens, en fait, qui racontent presque la même histoire, qui sont sortis auparavant. Et toi, Seb, t'en as même regardé un, en fait. Oui, j'ai fait mes devoirs. En fait, il y a le film Darkwater avec Jennifer Connelly, qui est sorti en 2005, en fait, donc 7-8 ans avant. Je rappelle que l'histoire d'Elisa Lam se déroule en 2013. Et en fait, juste pour vous donner un peu l'idée du synopsis, c'est une femme qui est divorcée depuis peu de son mari, puis elle doit changer un peu de rythme de vie. Elle vit avec une petite fille et elle décide, étant donné qu'elle a moins de moyens, puis elle veut être indépendante, veut pas, elle décide d'aller dans un appartement un petit peu plus, disons, miteux de New York. En fait, elle peut plus habiter à New York, elle doit habiter au New Jersey. Elle est habituée elle habitait à New York, donc et elle emménage dans cet appartement-là. Les ressemblances avec le film sont particulières, surtout que tout s'est passé avant. Il y a justement le concierge de l'hôtel, il espionne toujours les gens dans l'ascenseur parce qu'il y a une caméra dans l'ascenseur. Donc, il y a toujours, puis il y a un mystère aussi dans l'ascenseur, le toit coule. C'est sûr que là, il n'y a pas de similarité, mais il y a quand même un mystère autour de l'ascenseur. Et sans vous spoiler alert, bon, c'est un vieux film de 2005, donc je peux me laisser aller. En fait, à un moment donné, les résidents de l'hôtel se plaignent que justement qu'il y a pas de la pression de l'eau est très mauvaise et l'eau sort noire des réservoirs. L'eau sort noire et ça finit finalement qu'ils retrouvent une petite fille qui était disparue depuis plusieurs semaines. Une petite fille qui était disparue dans le bassin, dans le réservoir d'eau, de la même manière que Elisa Lam. Ouais. Et le mystère tourne toujours autour de sa mort. Elle n'est pas vraiment élucidée. On le sait que c'est un meurtre, là. Une petite fille peut pas nécessairement se rendre là. Ou l'autre théorie, en fait, je me souviens plus la fin du film, je pense que je la trouvais moins intéressante. C'est sûr qu'elle par curiosité, elle se serait rendue elle-même et se serait noyée dans le. Mais tout ça pour dire que les similarités avec ça d'un film qui a été fait plusieurs années avant est quand même intéressante, là. Donc, est-ce qu'il y aurait potentiellement un tueur qui s'inspire de ce film-là pour commettre d'autres meurtres? Parce qu'il y a d'autres. On aura peut-être la chance d'en parler un peu plus tard dans d'autres podcasts, mais il y a d'autres, dans d'autres épisodes, mais il y a d'autres jeunes filles qui ont été retrouvées dans des réservoirs à eau par la suite dans la région de Los Angeles. Donc, ça laisse sous-entendre, est-ce qu'il y aurait un tueur en série qui noie ses victimes dans les réservoirs d'eau, qui soit aussi inspiré par le film? Dur à dire, mais encore une fois, ça ajoute beaucoup de mystère. Parce que la théorie de la police, faut se dire que la police de Los Angeles, encore une fois, c'est une police qui est très occupée, qui veut fermer les dossiers le plus rapidement possible. Ils se sont fait énormément critiquer dans le passé, là, que ce soit en profilage, avec les histoires de Rodney King, avec plusieurs histoires à une certaine époque. Donc, ils ont pas toujours la meilleure réputation. Donc, dans un cas comme ça, je pense qu'il y avait avantage à fermer le dossier rapidement. Et aussi, encore une fois, on a parlé du mystère relié au film, mais il y a aussi l'épidémie de tuberculose qui a eu lieu parce que peu après, quelques mois après la disparition d'Elisa Lam, après sa mort, il y a eu une épidémie de tuberculose dans Skid Row, dans le quartier de Los Angeles, tout près de l'hôtel. Et puis, devinez quoi? Le vaccin qui a été distribué dans la rue se nommait Lam Elisa. Donc, exactement pareil, écrit de la même façon. C'est surréaliste, ça, sincèrement. Exactement. On dirait un film, là. J'y croyais à peine quand je disais ça. Je trouvais ça tellement trop le hasard. On peut pas être si fort que ça, mais oui, c'est ça. Il n'y a pas de hasard, là. Puis on a noté même par la suite, plusieurs mois suivants,
que son blog, son Tumblr, était gardé mis à jour. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui se passe là? Oui, parce que j'avais vu au niveau de son laptop, je sais pas si tu te souviens, parce qu'elle avait un portable, dans le fond, pour mettre à jour. J'avais vu des photos sur le web se promener de son portable dans la chambre d'hôtel, mais je sais pas s'il a été retrouvé ou non. Tu le sais-tu, toi, s'il avait été retrouvé son portable? Parce que je me dis que pour que quelqu'un mette à jour son Tumblr facilement, s'il y a son portable, généralement, on enregistre nos mots de passe, fait que c'est assez simple de le faire. Si quelqu'un, par exemple, aurait trouvé son portable. Oui, ça? En fait, oui. Est-ce que ça peut être son ami mystérieux, justement, avec qui elle entretenait quelque chose, qui est allé dans sa chambre, qui l'a tué, qui a pris le portable, qui est parti? Ouais. Je crois qu'on a retrouvé son portable. On va contre-vérifier ça ou vous, les auditeurs, vous nous contre-vérifierez. Mais je crois qu'on a retrouvé son portable. Par contre, faut pas oublier que dans un de ses posts Tumblr, elle indique qu'elle a perdu son téléphone. Puis un vieux BlackBerry. Puis qu'elle s'est retrouvée avec un vieux BlackBerry qui lui a été prêté. Donc, puis ce téléphone-là n'a jamais été retrouvé par la police. Donc, est-ce que ça serait quelqu'un qui aurait trouvé son BlackBerry emprunté puis qui mettrait à jour son blog? Mais on voit que ce qu'elle a mis à jour, c'est des choses qui sont quand même dans la même lignée de ce qu'elle poste. Donc, encore une fois, des citations d'Harry Potter, des trucs un peu sarcastiques, puis beaucoup de photos de mode. J'ai vérifié, puis c'est possible de programmer des publications sur Tumblr. C'est quelque chose qui se fait, programmer à l'avance. Ouais. Par contre, elle partage surtout des photos de mode. Quel est l'intérêt de partager des photos tendance mode 6 mois plus tard? Ouais. C'est pas dans ses habitudes, même dans son regard, ses vieux comportements, ses comportements habituels, c'est pas dans ses habitudes de pré-programmer, là. C'est pas une stratégie là, de médias sociaux là, qu'elle fait. C'est vrai que c'est bizarre. Moi, je pense que c'est peut-être un add-on aussi. Dans le fond, quelqu'un, je veux dire, du hacking de compte aussi, ça existe. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui a hacké son compte Tumblr, qui a fait du craquage de password, mais qui a voulu justement alimenter le mystère aussi? Là, ça pourrait être une théorie aussi. Surtout que c'est arrivé des mois après. C'est sûr que c'est pas elle. Là. Non, c'est vrai. Et ni son esprit. Exactement. Donc, il y a tellement de niveaux de mystère dans l'histoire d'Elisa Lam que c'est vraiment difficile de se faire une opinion là-dessus. Je te dirais, toi, Seb, c'est quoi ta théorie sur cette histoire-là? Ben, au départ, je pensais, j'ai vraiment ma théorie a évolué et change plus je lis d'informations, mais maintenant ma théorie presque finale, c'est un meurtre en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est un meurtre. Je vois pas d'autres choses, puis j'enlève les esprits surnaturels et tout. J'essaie de rester rationnel dans ça. En fait, je suis pratiquement convaincu que c'est un meurtre. C'est trop impossible qu'elle-même se mette dans un réservoir, qu'elle enlève ses propres vêtements. Ça se peut pas, là. C'est impossible. Donc, tu croirais peut-être que ce serait son fameux ami qu'on n'a pas encore entendu parler, ou peut-être même les deux hommes mystérieux qui lui auraient donné une boîte vue plus tôt apparemment sur une vidéo de surveillance de l'hôtel. Ouais, ou même des employés là dans les théories, ça pourrait être un employé de l'hôtel aussi qui a détecté quelqu'un de vulnérable puis qui en a profité aussi. Je suis plus ou moins penchant vers la théorie d'un employé de l'hôtel. Je trouve que c'est quand même risqué, surtout qu'il y a des caméras de surveillance partout. Mais oui, moi j'opte vraiment pour le meurtre de pas nécessairement de son entourage, les dernières personnes qu'elle a rencontrées, mais c'est vrai que ça se pourrait, surtout qu'elle mentionne qu'elle veut s'éloigner des creepy guys ou tout ça. Donc, on le sait pas, en fait. Puis pour supporter cette thèse-là aussi, lorsqu'on se met à fouiller dans les documents de la police qui ont été mis à disposition, un employé de l'hôtel aurait témoigné en disant que c'est pas inhabituel, en fait, qu'il y ait des parties sur le toit. Dans le sens que apparemment que le toit est accessible, on y a trouvé des graffitis, on y a trouvé des canettes de bière, des choses comme ça. Donc ça pourrait être possible qu'elle fût entraînée par d'autres gens qu'elle a rencontrés à l'hôtel vers un party sur le toit ou une quelconque soirée là un peu clandestine organisée là, puis que ça a mal tourné. Ça a mal viré parce que je te parle du meurtre, mais en y réfléchissant, il n'y a pas de trace de violence. C'est ça aussi que je trouve mystérieux. Est-ce qu'il est arrivé un accident et quelqu'un a voulu comme cacher le corps? Est-ce que il y a ça aussi parce que tu sais, je veux dire qu'il n'y a pas eu de choc à la tête, pas d'égorgement. Elle est vraiment morte par noyade.
Donc, c'est sûr que le meurtre, quelqu'un l'aurait pu la pousser dans le bassin. C'est chiant quand même. Hein? Mais elle a pas été forcée, du moins, tu sais, même pas serrée des bras ou quoi que ce soit. Il y a aussi cette intrigue-là au niveau du meurtre, que je crois au meurtre, mais j'ai l'impression aussi que c'est peut-être pas un accident de parcours, mais qu'il s'est passé quelque chose et qui s'était pas prévu dans le plan, là, puis finalement il s'est débarrassé du corps de cette façon-là. Mais toi, Émile, qu'est-ce que toi, ta théorie à toi, c'est quoi? Ben, en fait, moi j'ai tendance, je dirais, à croire la version de la police, la version officielle, c'est-à-dire je crois à une mort accidentelle avec la maladie mentale ayant joué un rôle important, mais je trouve que pour en arriver là, il nous manque de l'info en fait. Là, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup d'infos de diffuser. Est-ce que je dirais que ce serait une enquête botchée? Peut-être, mais peut-être que non, c'est juste que peut-être que c'est juste nous qui en savons pas, étant donné le peu d'informations qui a été mis à disposition du public. Mais moi, j'ai tendance à croire, de voir l'autopsie, de voir qu'il y a certains médicaments qu'elle n'avait pas pris. J'ai tendance à croire que c'est peut-être ça, en fait, qui a causé son comportement dans l'ascenseur, puis tout le reste. Il y a des gens qui ont analysé son langage corporel dans l'ascenseur, puis ce qui dénote, ce qui est un fait important, puis on postera le lien là, vers sur notre site web. Mais les gens qui ont fait l'analyse de son comportement non verbal ont vraiment conclu qu'il y avait aucun signe de menace dans la façon dont elle se déplace dans l'ascenseur, que même qu'il y a une certaine forme de jeu, tu l'as mentionné tout à l'heure, et il y aurait même une certaine forme d'acceptation sexuelle, si on veut. Donc, elle teaserait peut-être quelqu'un, ou peut-être qu'elle jouerait avec un enfant, par exemple. Mais il n'y a aucun signe de la manière qu'elle positionne ses mains, par exemple, ou de la manière dont elle se tient debout. Elle se tient toujours très bien. Même lorsqu'elle semble avoir peur, à un certain moment, elle se cache dans le coin de l'ascenseur, on a l'impression qu'elle est effrayée. Il semblerait que même dans cette scène-là, c'est encore une attitude de jeu qu'on retrouve. Moi, je trouve qu'elle se cache comme un enfant, ou quand moi je joue avec ma fille, là, tu sais, c'est vrai qu'elle a aucun signe physique de peur. Puis, en fait, elle a aucune envie que l'ascenseur descende. Oui, c'est effectivement. Au fait, lorsqu'on y pense puis on regarde ça, elle fait rien pour que l'ascenseur descende. Elle fait tout pour que l'ascenseur reste là. Aussitôt que j'aurais trouvé, moi, le bouton où les deux portes ferment, j'aurais appuyé sur ce bouton-là si j'étais vraiment effrayé. Oui, ou à la limite, le bouton alarme, là. Oui, tous les ascenseurs sont munis de ça. Là, donc, puis elle le fait pas. Donc, on dirait qu'elle a aucune raison de rester dans cet ascenseur-là. Il y a des choses dans ma théorie qui sont inexpliquées, à savoir comment elle a refermé le couvercle du réservoir. J'en ai aucune idée. Moi, c'est ça qui me bug, en fait, dans l'élocution d'une hypothèse. Là, c'est vraiment le couvercle. Est-ce que quelqu'un d'autre, un gars de maintenance, serait passé dans la semaine puis l'aurait fermé? Oui, oui, parce que j'avais pensé à ça, justement, tu sais, il a vu que le couvercle est ouvert, sans regarder à l'intérieur, il grimpe, il le retire, il le replace, là, tout simplement. Là. Tout simplement. Donc, encore une fois, ça serait ma théorie, mais j'aurais aimé avoir plus d'infos pour l'appuyer. Une autre théorie que que je trouve qui est pas folle, en fait, c'est la théorie du somnambulisme. Puis j'ai allumé sur le cas d'Elisa Lam lorsque une amie à moi, en fait, a eu un drôle d'événement qui est arrivé. En fait, elle était chez elle, puis en pleine nuit, il y a quelqu'un qui s'est mis à cogner à sa porte d'une manière vraiment violente. Puis quand ils sont allés répondre, ben le gars en question insistait pour rentrer dans l'appartement. Donc eux ont eu vraiment peur, ils ont poussé la porte, puis l'homme en question est sorti. Puis le lendemain, en fait, le conjoint de mon ami est allé faire un petit tour sur l'étage d'au-dessus. Puis en cognant aux portes, il a rencontré un homme qui ressemblait vraiment à celui qui est venu cogner à sa porte. Puis il avait aucune idée de ce que lui racontait le conjoint de mon ami. Donc il y aurait eu potentiellement un épisode de somnambulisme, mais accompagné d'une lubie ou du moins de quelque chose qu'elle a imaginé.
Ben, en fait, rendu là, peut-être. Qui dit vrai, ouais. Ouais, qui dit vrai. Sauf que c'est clair que, bon, l'épisode de l'ascenseur est peut-être explicable avec le somnambulisme. Mais là, de monter sur le toit, de se noyer dans un réservoir d'eau, on est dans un épisode de somnambulisme assez sévère. Non, effectivement. Donc, je sais plus quoi en penser. Il y a plein d'autres théories un peu farfelues qui sont nées aussi sur Internet, à savoir, parce qu'on l'a vu tweeter peu avant sa mort sur une entreprise canadienne qui aurait inventé un genre de manteau qui rend invisible, un peu comme dans Harry Potter, justement. Puis c'est ce qu'elle c'est pour ça, je crois, qu'elle a tweeté. En faisant un peu de recherche sur Google Maps, il y a des gens qui se sont rendus compte que juste en face du Cecil Hotel, il y avait une agence qui se nommait le Invisible Light Agency. Et puis, lorsqu'on commence à chercher, on se rend compte que oui, ils ont fait des projets sur l'invisibilité. Et puis, là, on se dit, OK, est-ce qu'il y aurait une conspiration étant donné qu'elle a tweeté le lien de l'article et puis qu'elle était au Cecil en face? Est-ce qu'elle aurait été tuée par des gens qui je sais pas, là, des gens d'une agence gouvernementale secrète ou des Illuminati ou des gens comme ça? Donc, il y a toute cette hypothèse-là. Je l'aime bien, celle-là. Parce qu'il y a des gens qui ont même douté de toute cette histoire-là, à savoir, on est à Hollywood, toute cette histoire-là a été inventée. Il y a des gens qui n'ont pas cru les photos où on voit plein de pompiers sur le toit avec des enquêteurs old school avec des calepins, puis des gens qui prennent des photos. Ouais, la théorie du complot à chaque La théorie du complot est toujours présente. Même pour ça. Le fait que justement on retrouve presque pas de photos d'Elisa Lam sur Internet à part les 3-4 qui ont été publiées par la police. Mais elle était quand même une personne timide et introvertie. Faut pas l'oublier. C'est pas une selfie person. C'est pour ça que cet aspect-là, il y a beaucoup de gens qui posent pas tant de photos d'eux-mêmes, ce qui les empêche pas de poster des photos de autre chose. Donc, cette théorie-là, j'y crois moins. C'est vrai. Donc, là, on tombe dans les théories un peu plus farfelues. C'est difficile de se faire une opinion là-dessus. Non. Moi, je suis pas sûr d'aller dans la direction des Illuminati, puis de tout ce qui est en lien avec cette fameuse invisibilité. Je pense que c'est peut-être un peu trop. Je sais que l'hypothèse du surnaturel aussi, je crois, avec les explications qu'on a vues via les YouTubers qui ont essayé l'ascenseur et qui ont visité l'hôtel, ça non plus, je crois que je n'y crois plus tellement. Même si, lorsqu'on voit la vidéo pour la première fois, on se rend compte que c'est un peu ce que ça indique. On a l'impression d'avoir affaire à un American Horror Story. Mais quand en repensant avec nos discussions et avec ton point du somnambulisme et le couvercle ouvert, là, j'arrive à une théorie qu'elle aurait grimpé parce que je pense qu'il y a quelqu'un un YouTube, en tout cas, quelqu'un qui avait été, puis on peut grimper juste un peu plus haut, au-dessus de la porte, en fait, dans le fond, il y a le toit, et on pourrait grimper là et sauter dans le bassin. Donc, si le couvercle était ouvert, elle est somnambule ou en état de folie, elle grimpe là, elle saute dans l'eau, parce qu'il y en a qui mentionnent aussi qu'elle aurait peut-être voulu se cacher de quelque chose ou qui lui faisait peur. Donc, pour elle, et quand elle est en état de crise, elle a peut-être pas réfléchi à ce qu'elle faisait, elle voulait simplement se cacher. Et si le couvercle était ouvert, elle avait peut-être l'impression qu'elle pourrait en ressortir automatiquement. Et donc, elle a peut-être été juste coincée. Là, on revient, elle a sauté et quelques jours plus tard, un concierge ou quoi que ce soit referme le couvercle sans s'en rendre compte et bang, c'est tout. Fait que ça peut être un cas comme ça. Là. C'est peut-être encore plus facile à expliquer qu'on pense. En fait. Oui, effectivement, parce c'est ça, c'est ce que j'aime en fait de l'ère numérique et de tout et les théories, les conspirations sont toujours présentes. Actuellement, si vous allez sur Reddit et tout ça, ça continue de vivre. Le sujet est alimenté. Il y a divers médias encore qui en parlent ces temps-ci, qui ramènent l'histoire parce que veut pas. Vice en ont parlé récemment, exact. Encore une fois. En fait, on y croit pas à la c'est comme si on veut pas y croire que ça soit une mort naturelle par noyade. C'est trop incohérent. Mais c'est parce qu'on n'a pas assez d'informations. Puis c'est ce qui est beau aussi. Puis c'est ce qui nous intéresse, nous, à Distorsion, justement, des histoires où le numérique joue un grand rôle, puis où on peut encore en discuter maintenant. Puis le cas d'Elisa Lam, je pense que si vous vous lancez là-dedans, vous allez avoir des heures de lecture à faire.
Je pense, Seb, qu'on a fait le tour de la question. Ouais, on a bien couvert ça. J'étais pas sûr qu'on allait pu faire le tour en un seul épisode. Je sais plus on est rendu à combien de temps, mais je pense qu'on en a discuté beaucoup. Puis, écoutez, si vous avez vos théories, envoyez-nous-les sur Facebook, sur Twitter, à Distorsion Podcast. On est là. Ça nous fait plaisir de discuter de ces dossiers-là avec vous si vous avez votre théorie. Et puis, oubliez pas de nous donner 5 étoiles sur iTunes. Pour nous, c'est important. Et on va vous donner un petit shout-out pour ça. Seb, t'as un mot de la fin pour nous? Le mot de la fin. Expecto patronum. Pensez-y bien.